Mon message à moi, c'est faites diagnostiquer vos filles. C'est important en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Merci beaucoup Rio de nous avoir prêté cette salle qui est l'éloge en fait de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris lors de rassemblement rencontre internationale de l'autisme, voilà. Ça nous donne l'opportunité notamment de faire des interviews avec certains intervenants, certaines intervenances. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va? Oui. Merci de m'avoir écrit pour faire cette interview. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'accueillir en tout cas. C'est un plaisir. Donc, Marie, tu es slasheuse. Oui. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu as écrit aussi un livre. J'ai écrit un livre, que je montre. Oui, volontiers. Il est là. Ça s'appelle Mes enfants sont relous. Ouais, en fait, il est vraiment le résumé de ma vie de slasheuse. Parce que j'ai fait les dessins, oui. J'ai écrit le texte, j'ai fait la mise en page, je l'ai auto-édité, donc j'ai tout fait toute seule. Voilà. Donc oui, slasheuse, c'est un terme qui est utilisé beaucoup au Canada pour désigner, c'est souvent des personnes autistes ou TDAH qui font plein de choses dans leur vie. Donc moi, j'ai eu plein de métiers. Trop bien, trop bien. Et tu es aussi maman. Et oui, maman de 3 enfants. 3 ans. Donc je suis une maman autiste, d'enfants autistes. Donc on va parler un petit peu de ton parcours de vie avec l'autisme, de tes filles qui sont aussi, deux d'entre elles qui sont autistes. Premièrement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu par rapport à toi, déjà ton parcours autistique. Je pense que tu t'es fait diagnostiquer parce que tes filles étaient diagnostiquées, n'est-ce pas? Oui. Donc, commençons même par pourquoi avoir fait diagnostiquer tes... Mes enfants. En fait, on a fait diagnostiquer... Alors, dans le livre, je l'appelle toute Mimi, c'est ma deuxième fille. Je l'ai fait diagnostiquer en 5e, à l'âge de 12 ans, parce qu'on était arrivé à un point de non-retour, en fait. Donc, depuis qu'elle est née, moi, je voyais bien qu'elle était un peu différente des autres enfants, sur tout un tas de sujets. Enfin, on pourra revenir dessus après, si tu veux. Et en fait, quand elle était en 6e, il y a eu le Covid, donc il y a eu les confinements, elle allait très bien. Et après, quand elle a repris l'école en 5e, tout s'est effondré en fait dans son monde. Et elle a commencé à refuser de s'alimenter. Donc c'était déjà une enfant qui avait des troubles alimentaires, une sélectivité alimentaire très forte. Et en 5e, elle a commencé à repousser ses assiettes sur la table le soir. Et donc on a dû compenser avec j'ai des amis pharmaciens qui m'ont donné des échantillons de boissons enrichies en protéines pour personnes âgées, pour qu'elles puissent garder quand même un peu d'énergie. Et donc là, on a enclenché tout le processus de diagnostic, en fait. D'accord, donc en fait, c'est par des refus de vouloir manger, c'est ça? Il y avait refus de vouloir manger, et il y avait une grande dépression, et elle se couchait le soir en disant que le monde serait plus facile si elle n'existait pas. Ça, c'est ok. Voilà. Je crois qu'il t'a dit d'affaire l'autisme aussi. Ouais, lié à l'autisme. Du coup, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses en même temps qui ont fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit, tu t'es l'aîné que je dis à tout le monde que je pense que ma fille est autiste et que tout le monde me dit mais non, elle n'est pas autiste. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit non, tu écoutes ton cœur de maman. T'y vas, tu vas faire les bilans. Et on a eu un résultat positif, en fait. D'accord, ça fait quoi savoir que tu as des enfants autistes? J'étais soulagée. Ok. Hyper soulagée. J'avais un mot sur des mots. Et donc, et elle aussi, elle était hyper soulagée. Elle a été très émue à un moment donné, sur la fin du parcours de diagnostic. Elle me prit dans ses bras, elle me dit merci maman, parce qu'en fait, elle trouvait que ça la libérait d'un poids, et qu'à partir du moment où elle avait son diag, en fait, elle avait un mode d'emploi. Donc, elle a beaucoup lu, elle s'est beaucoup renseignée. Et nous, ça nous a permis d'orienter les actes de travail, parce que en fait, toute Mimi était non communicante quand elle était bébé. Elle n'a pas parlé jusqu'à 3 ans. D'accord. Donc après, il y a eu la sélectivité alimentaire, elle faisait des grosses colères, des grosses crises, elle vivait vraiment dans un monde à part. Et elle a évolué par cycle de centres d'intérêt spécifiques. Et elle avait très peu d'amis. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Elle ne pouvait pas faire des fêtes d'anniversaire, par exemple, avec d'autres enfants à la maison. Elle ne pouvait pas être invitée à des fêtes d'anniversaire, donc ça la rendait malheureuse. Et à partir du moment où elle a eu le diagnostic, ça nous a permis à nous, en plus c'est l'enfant du milieu dans la fratrie, de vraiment pouvoir rééquilibrer tout, de pouvoir expliquer à ses sœurs
moi d'avoir des clés, elle d'avoir des pistes, et donc on était plutôt soulagés. Voilà. Ouais, parce que fois, tu as une référence sur quoi travailler après. Tu sais que C'est ça. existe, donc pas aussi mes besoins caractéristiques et c'est ça dans le rôle. Et après, on a coché les cases, voilà, sélectivité alimentaire, mutisme sélectif, difficultés sociales, voilà, parce qu'on n'est pas tous pareils chez les autistes. Et donc, ça lui a vraiment donné des pistes de travail. Et c'est une enfant, enfin une ado maintenant, qui est très pugnace et qui a envie de se dépasser et d'avoir la vie la plus ordinaire possible. Donc, si on revient dans un contexte, quand tu as 12 ans, recherche d'identité aussi, dans l'adolescence, tu apprends que tu es autiste, tu es différent des autres. Et tu es dans une période de ta vie où tu aurais beaucoup de monde devrait être comme les autres, en fait. Et du coup, bien sûr, une classe, quoi. Donc, quand tu es autiste, tu es la personne un peu différente. Ça peut aussi être froid à du harcèlement. Elle a été harcelée. Voilà, donc comment est-ce qu'elle a vécu ce chemin-là, surtout dans cet âge-là de l'adolescence? Mais justement, elle a compris pourquoi elle était harcelée. Elle a compris pourquoi elle était harcelée et elle a compris pourquoi elle était considérée comme étant bizarre et ça lui a vraiment donné des clés. Donc elle a participé à des groupes d'habilité sociale, elle a travaillé avec une éducatrice spécialisée qui d'abord est venue, qui a travaillé à la maison. Et maintenant elle fait partie d'un groupe de copains et de copines, ils font plein de trucs ensemble, elle a une vie sociale qui est plutôt ordinaire, on va dire. Ses amis, ils sont aussi autistes, pas forcément? Non, il n'y a personne qui est diagnostiqué dans son groupe d'amis en tout cas. Alors c'est incroyable, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui me dit ça, et parce que moi dans mon groupe, je suis le seul autiste, de ma famille je suis le seul autiste aussi, donc je suis vraiment dans mon entourage proche et grandant, je suis le seul autiste. D'accord. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est souvent les gens qui sont autistes, la plupart des gens qui m'ont écrit, ils ont aussi un entourage qui est complètement dissocié. Là, elle est dans un Pont-Neuf, ouais. Il y a un garçon et 8 filles, et il n'y a personne de diagnostiqué TSA. Il y a des raisons pour ça, que c'est un choix ou bien ce que c'est? Non, c'est par intérêt en fait. Voilà, c'est sa scolarité là, a fait qu'elle a rencontré ce groupe d'amis là et elle se sent bien avec eux et elle ne ressent pas le besoin de leur expliquer non plus. Et ça, que autiste? Non. Ah. Et puis il y en aurait le jour de la révélation. D'accord. Non, pour le moment, non, pour le moment. Alors il y a peut-être le garçon est peut-être au courant parce que moi j'en ai parlé avec la maman. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des malentendus dans la relation fille-garçon. Elle n'arrivait pas à bien interpréter la communication. Et moi, la maman, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Et l'année dernière, ils sont partis en séjour scolaire. Et la maman m'a lu pleurer comme une madeleine sur le quai de la gare. Et je lui dis, en fait, vu le parcours de ma fille, la voir partir comme ça en voyage scolaire, c'est énorme. Elle avait déjà passé 3 mois en Allemagne, mais elle était chez une amie à moi. Et là, elle partait en voyage scolaire, donc c'était pas les mêmes contextes. Non, là, c'est avec la guerre, quoi. Je dis avec la guerre dans un sens où c'est pas dans la zone de confort, quoi. Dans la zone de confort du feu. Avec les gens. C'est ça. Surtout qu'elle avait déjà fait des expériences d'excursion où elle a eu tendance à être oubliée. Parce qu'elle est tellement dans ses routines, en fait, que finalement, elle pouvait très bien s'extraire du groupe parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose à ce moment-là. Et que le groupe l'oublie, et ça lui est déjà arrivé de se retrouver toute seule. Donc c'est vrai que là, de la laisser partir en groupe, j'étais pas tout à... Parce que quand elle est partie 3 mois en Allemagne, je l'ai emmenée chez ma copine, et après j'ai repris le train, et le retour, c'est son père qui allait la chercher. Et là, sur le groupe scolaire, en fait, il fallait faire confiance à tout le monde pour l'accompagner au mieux. Elle allait dans une famille qui n'était pas au courant de son TSA, voilà. D'accord, bien sûr. Et puis pour ton autre fille, alors c'était comment? La plus jeune, ma deuxième, quand elle a été diagnostiquée, on a pris rendez-vous avec parmi tous les professionnels de santé qu'on a vus, on a pris rendez-vous aussi avec une psychologue là où on habite, qui est spécialisée sur le TSA. Et du coup, voilà. Et elle a aussi vu ma dernière, parce que ma dernière a fait phobie scolaire. Donc, et elle a été déscolarisée. Et ma deuxième a aussi été déscolarisée pendant un temps, avec des aménagements d'emploi du temps. Enfin, ça a été assez compliqué quand même. Quel âge? Aujourd'hui 16 et 12, mais ma petite a été déscolarisée en CE2, donc quand elle avait 8 ans. Elle a commencé tout ce qui est le début des troubles de phobie scolaire vers la fin du CE1. C'était Covid. Donc 16 ans, c'est la plus âgée actuellement. 12 ans, c'est la plus jeune. Non, j'ai une grande de 19. Ah, ok. Qui n'est pas direct. Oui, je te remets ça. Non, elle ne peut pas. non, ça va. Mais voilà, et donc la plus jeune, oui, elle a été déscolarisée. À la fin du confinement du Covid, elle n'est pas retournée à l'école, en fait. Elle était en phobie scolaire
complet. Et l'année d'après, donc il y a eu un suivi psychologique en fait pour essayer de désamorcer ça. Mais c'est pas du tout le même profil les deux en fait. Toute Mimi, celle du milieu, je leur donne les noms qu'elles ont dans le livre. On va dire c'est un peu Sheldon Cooper version féminin. Voilà, elle est très stéréotypée en fait dans sa forme d'autisme. Pour stéréotyper, elle a des mains qui balancent dans tous les sens. T'as vraiment pensé à Sheldon Cooper non, Big Bang Theory quoi. Ok, moi j'ai pas regardé. Ouais, ok. Je vais appeler ici à Apple. Voilà, elle est vraiment. Je sais pas comment dire. Je pense que vous savez très bien. C'est tellement plus Big Bang Theory que moi. Ouais, sa place, c'est sa place. Elle mange toujours la même chose. Elle marche et elle raide comme un piqué. Si elle a rien à dire, elle parle pas. Si on appuie sur le bouton pour parler, elle parle pendant des heures. Enfin, voilà. Et la troisième, donc la plus jeune, elle est pas du tout comme ça. Elle est beaucoup plus expansive, beaucoup plus extravertie. Elle parle beaucoup. Elle sait hyper bien exprimer ses émotions, ses besoins. Et moi, je pensais pas du tout qu'il y avait un TSA, un TDAH, oui. Des troubles 10, oui. Mais un TOP, le trouble positionnel et de provocation, certainement. Mais le TSA, j'étais vraiment à milieu de penser qu'il y avait un TSA. Et la psychologue m'a dit à plusieurs reprises, moi, si j'étais vous, je ferais quand même, je ferais quand même faire les bilans à tête en l'air. Là, dans ton contexte à toi, donc est-ce que tu es mariée? Non. Tu avais... Moi, j'ai divorcé du papa de mes enfants il y a 10 ans. D'accord. Et après, là, j'ai vécu avec quelqu'un pendant plusieurs années, oui. D'accord. Mais je me suis toujours occupée, moi, des enfants. Ouais. D'accord, ok. Et puis, comment ça s'est passé en termes de l'éducation et puis de regard par rapport à la famille, en fait? Est-ce que, parce que c'est des grands-parents, il y a les oncles et tantes éventuellement, comment ça s'est passé, l'ambiance à ce niveau-là, vis-à-vis de tes enfants? Pas simple parce qu'en fait, tu vois le principe de gaslighting, de gaslight. Tu sais, c'est quand tu renies l'émotion de la personne en fait. Voilà. Et quand toi, tu as une intuition sur ton enfant et qu'en face, le miroir en face ne fait que te renvoyer l'image d'être une mauvaise maman, finalement, tu perds pied en fait dans ce que tu penses être juste. Et du coup, moi, j'ai vraiment dû me couper de beaucoup de monde autour de moi pour arriver à rester sur mon axe et garder bien en tête que mes enfants ont un TSA. On va les respecter comme étant des enfants autistes. On va respecter leurs besoins. Et toute personne qui ne rentre pas dans ces rails-là ne rentre pas, en fait, dans notre bulle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Ça demande quand même, je trouve, en tant que parent, et c'est peut-être aussi pour ça que les enfants vont bien, mais ça demande quand même une certaine force, un certain courage d'arriver à se dire, ok, c'est pas grave, on va inviter moins de monde à l'anniversaire, on fera peut-être pas Noël avec tout le monde, on verra peut-être moins souvent des gens qu'on aime, mais si eux n'ont pas la capacité à entendre que ma fille, elle a besoin d'aller se mettre dans son bouquin, qu'elle peut pas rester à table, que non, elle va pas manger ce qui est sur la table, que oui, j'ai apporté spécialement à manger pour elle, et en fait, ils n'ont pas leur place avec nous. Bien sûr. Et voilà, donc souvent, on dit de moi que je suis un peu une maman louve ou lionne, mais je vais avoir tendance à vite être sur la défensive, en fait, si on respecte pas les besoins de mes enfants. D'accord. Comment ça se passe je suis du coup du principe respecter les besoins spécifiques de tes enfants autistes. Dans un cadre, je prends le cadre scolaire par exemple. Admettons, il y a des difficultés dans une branche. Il y a des difficultés dans une branche, la fille n'aime pas du tout cette branche-là. Elle doit réussir la branche si elle veut avoir son manque. Ouais. Comment est-ce que tu gères cette situation en tant que maman où en fait il y a un défi en fait à devoir affronter où tu devrais respecter ça, ton pas envie que de... On priorise les besoins. Oh d'accord. Ok. On a beaucoup travaillé justement avec la psychologue qui nous accompagne sur prioriser les besoins. Et clairement, le besoin scolaire, il est pas en haut chez nous. Alors j'ai des enfants performants, ça va, mais le besoin scolaire, il est pas en haut. C'est-à-dire qu'on va prioriser l'alimentation,
on va prioriser le sommeil, on va prioriser les intérêts spécifiques, on va prioriser le calme. Et une fois que tout ça c'est priorisé, alors l'enfant il est plutôt serein, et donc on peut entrer en communication, et donc on peut l'amener à, typiquement ma dernière, elle n'aime pas courir. Tous les ans, son collège organise un cross, et elle est plutôt obligée d'y participer. Et l'année dernière, ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver à l'amener à ce qu'elle aille quand même au cross. Elle était hyper bien entourée, et donc elle l'a quand même fait. Elle est content de le faire? Non. On ne veut pas le refaire cette année non plus, D'accord. mais elle n'aura pas de choix. Ok. Et par moment, j'ai aussi ce côté-là de lui dire « t'as pas le choix ». Puis elle m'a prié d'aller lui faire une dispense de sport. J'ai dit « mais la médecin ne te fera pas de dispense de sport pour le cross, parce que tu es vraiment capable de faire. En plus, c'est à but caritatif, humanitaire. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et non, parfois, il y a quand même des limites. Mais des limites où je vais quand même leur imposer des choses. Et pour le cadre scolaire, en fait, quand je dis c'est pas prioritaire, c'est que c'est pas en haut des besoins sur lesquels je vais me battre pour les respecter. Mais ça va faire partie de négociations. En fait, ce que je comprends, en fait, tu me dis là, c'est que oui, il y a des choses qu'elles n'aiment pas faire, qu'elles doivent faire, parce que c'est malheureusement comme ça. C'est la vie. C'est la vie, maintenant. Mais pour faciliter le processus, tu les mets dans un environnement, dans une condition qui est favorable à ce que ça passe plus facilement. Quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, on a des week-ends slow life. On ne fait pas grand-chose. Parce que justement, on va respecter le rythme des unes et des autres. Donc, c'est un choix que j'ai fait moi, de les laisser dormir le matin, le week-end, autant qu'elles en ont besoin, de manger que ce qu'elles aiment, de pouvoir passer, si y en a une, toute Mimi, elle adore coudre, et si elle a besoin de tout le week-end pour coudre, elle va coudre. Si elle a besoin d'aller à la mercerie pour aller chercher des trucs qui lui manquent, je vais l'emmener à la mercerie, on va aller chercher des trucs qui lui manquent. Et on va pas créer de frustration sur le week-end, en fait. Et on va pas se créer d'obligation non plus. Donc, ça fait partie de tout ça, c'est des compromis. Elles font du sport, mais il n'y a pas de compète le week-end, en fait. On fait pas de compète le week-end. Parce que le week-end est vraiment dédié à aller bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que, en termes de vie sociale, tes enfants, ça se passe comment? Est-ce qu'ils ont des copines? Copines. Et ma troisième, l'aînée a beaucoup d'amis, mais vraiment beaucoup d'amis, mais bon, elle n'est pas concernée par le TSA. Et ma troisième, oui, elle est plutôt populaire à l'école. Ça se passe plutôt bien. Ce n'est pas un facteur de... Il aurait été facteur de harcèlement, tu m'as dit, non? Il a pu être facteur de harcèlement sur ma deuxième. Ouais. Ma troisième, là, on rencontre un problème qui est assez inhabituel, mais qui est très autiste, en fait. C'est qu'elle a besoin d'être beaucoup seule. Et que chez les enfants, être seule, c'est mal perçu. Donc, à chaque fois qu'elle s'isole, il y a toujours des gens super sympas pour aller se mettre avec elle. Et ça a le don de l'énerver. Et hier, en fait, elle a été un peu agressive avec quelqu'un qui ne voulait pas la laisser seule. Et elle a vraiment beaucoup besoin d'être seule et de pouvoir s'isoler. Mais elle est très, très populaire. Depuis qu'elle est toute petite, elle est très populaire. Ouais. Ça, c'est plutôt... c'est le bon problème à avoir. Oui, mais elle ne peut jamais être seule, donc elle, ça l'énerve. Ouais, bien sûr. Non, c'est des enfants qui sont très ouverts. Ouais, ça, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu as voulu te faire diagnostiquer, du coup Pourquoi je voulais me faire diagnostiquer? Parce que moi, j'ai eu besoin d'apprendre à réguler mes émotions. D'accord, alors t'as un problème de gestion d'émotions? Ouais, je suis autiste avec un TDAH, je crois. Oui, mais... C'est rien d'étonnant. Non, alors c'est certainement très, très commun, mais... Oui, il y a un gros problème de régulation émotionnelle. Et c'est ça ça, c'était vraiment le trigger pour toi Pour moi, c'était vraiment l'axe à travailler, ouais. Okay. Je voulais plus me mettre en colère. D'accord. Je voulais plus décompenser, je voulais plus être fatiguée, je voulais plus faire de burn-out. J'ai fait un gros burn-out en 2013. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Une énorme surcharge travail et personnel. Je me suis retrouvée 4 mois allongée dans mon lit à pas pouvoir sortir de mon lit. Donc ça a été très compliqué. Et j'avais des enfants qui étaient petits. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai essayé de comprendre le processus des burn-out, comment on est arrivé au burn-out. Et j'avais fait un podcast pendant un temps justement qui reprend tout ça en fait. J'allais me promener en forêt et je parlais dans mon téléphone pendant 45 minutes. Oui. C'est l'introspection. Ouais, et non, mais il a été je l'ai réactivé là, cette semaine. Il s'appelle Je marche donc je pense.
Et en fait, il est sur tout mon parcours diagnostique. Et il s'est arrêté au diag. Donc, je l'ai commencé, je sais pas, en 2020 ou en 2021. Et j'ai repris, en fait, tout ce qui s'est passé depuis 2013 pour essayer de comprendre, justement, pourquoi j'étais autiste et pourquoi j'avais besoin du diag. Tu as eu quel âge dans le diagnostic? À 45. 45 ans, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as aussi un sentiment de soulagement quand tu le reçois? J'étais hyper soulagée, mais une colère monstrueuse. D'accord. Pas contre moi, mais contre tout le monde. Ah, d'accord. Ouais, non mais contre toutes les personnes qui m'avaient gaslighté, qui m'avaient toujours renié dans mon ressenti, quoi. Et quand j'ai commencé à me poser des questions sur le TSA, dans mon entourage, il y a personne qui m'a accompagnée. Hein. Tout le monde m'a dit c'est pas possible, t'as pas l'air autiste, t'es brillante, t'as fait plein d'études, t'es pas en jogging, tu vois. T'as pas tout du comportement, oui, non. Qu'est-ce que ça a fait dans ta situation quand tu as perdu une grande partie de ton entourage? Ouais. Il y a pas mal de ruptures émotionnelles. Il y en a beaucoup, ouais. Et c'est assez... c'est mentionné là-dedans. On va spoiler alors, non? Non, mais c'est important, je pense, de dire que c'est pas mal évoqué dedans. Ok. Parce que justement, c'est un livre de maman pour des parents. C'est pas un livre pour enfants. Les enfants peuvent le lire, mais c'est pas le public... c'est pas la cible. Mais voilà, c'est ce qui montre aussi. C'est qu'en fait, moi, j'ai dû couper avec beaucoup de monde, ouais. Ça fait quoi de couper pour le C'est dur. C'est dur. C'est super dur. Ouais, ça... Et puis, le masque tombe, en fait. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai commencé à dire aux gens... parce que j'étais connue pour être Wonder Woman, on va dire. J'avais un super job à l'étranger. J'étais cadre dans une grosse boîte. Je faisais plein de trucs super dynamiques. Voilà, j'étais... Wonder Woman, quoi. Et à un moment donné, j'ai dit, je range le costume de Wonder Woman au placard. Et là, j'ai fait mon burn-out. En fait, je me suis autorisée le burn-out. Et après, il a fallu se reconstruire. Et en se reconstruisant, il a fallu choisir des personnes de confiance, des personnes avec qui se reconstruire, et des personnes qui étaient capables d'entendre aussi ce que j'avais à dire, et des personnes capables de me voir sans masque. En fait, c'est une espèce de... t'autoriser de tout lâcher. De tout lâcher. Mais c'est compliqué pour l'entourage, parce que moi, j'étais perçue pendant 39 ans comme étant une personne extravertie, joviale, rigolote, plutôt divertissante. J'étais souvent invitée à des soirées ou chez des amis, parce que vous allez voir, Marie, elle est super rigolote, quoi. Parce que j'ai une façon de raconter des choses, je peux vite me tourner en dérision. T'as une bonne chatch aussi. Ouais, voilà. Et puis, dans le livre, c'est un ton qui est vraiment sur l'autodérision, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'avais beaucoup ri en le lisant. Et j'ai ce côté-là, en fait, où je vais dédramatiser des situations en faisant rigoler beaucoup les gens. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais lu, je crois, un truc sur Charlie Chaplin qui disait qu'il était un clown triste, en fait. Il faisait rire les gens, et que quand il rentrait chez lui, il était profondément triste et abattu et qu'il sentait de la dépression. Et moi, ça me faisait beaucoup ça, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu apprendre à réguler, en fait. J'en ai eu marre, à un moment donné, d'être la personne super rigolote, mais qui rentrait chez elle le cœur gros et qui pouvait fondre en larmes et passer 48 heures au fond du lit à pas bouger, quoi. C'est très difficile d'avoir effectivement ce contraste, ou de sentir ce mal au fond de toi. C'est ça. Et puis, quand on montre l'aspect rigolo, il n'y a personne qui vient chez toi le week-end voir à quoi tu ressembles, quoi. Bien sûr, oui, bien sûr. Et il n'y a personne qui prend tes nouvelles pour savoir alors, tu as des compensations, ça va, ça se passe bien, tu gères, tu as besoin de quelque chose C'est des compensations, ça. Des compensations. Et ouais. J'ai assimilé ça à des chutes de tension, j'ai fait des vertiges pendant longtemps, mais c'était vraiment... Et ça, j'avais plus envie de le vivre, en fait. J'avais vraiment envie de trouver un truc plus... C'est super, d'avoir des hauts, des bas. Quand on est en haut, quand on est en pic d'adrénaline, on est vraiment... on vit des trucs géniaux, quoi. Mais j'avais plus envie de toucher le fond. Tu vois, j'avais plus envie d'avoir des idées noires, tout ça. Est-ce qu'il y a un côté de libération aussi quand tu as cet entourage qui s'éloigne de toi?
dans le sens où Ouais. tu es enfin de la vraie version de toi-même. Oui, Et du coup, l'entourage qui reste, c'est le vrai entourage. c'est vrai. Et l'autre, voilà, il y a certainement des gens qui étaient très très importants de base, voilà. Mais au final, ça fait un tri peut-être nécessaire aussi, juste. Ça fait un tri nécessaire. Ouais. Ouais, c'est dur. T'as des gens de ta famille proche aussi qui sont les... Oui, des personnes de ma famille proche avec qui je suis un peu éloignée. D'accord. C'est pas facile pour eux aussi. Il y a vachement... Alors, toi, tu disais que tu étais tout seul autiste dans ta famille. Ouais. À contrario, chez moi, je pense qu'on est très nombreux. Ouais. Mais vraiment très nombreux. Et Le VD, c'est qu'en sortant le premier épisode de 1%, j'ai me causé. Ouais. Qui veut mieux. Et en fait, je pense que le miroir, il est trop fort. C'est, tu vois, moi, je Il laisse là-dedans et puis il part pas. Ouais, par peur aussi. Et en fait, quand on a lancé le diag de Toute Mimi, il y a des personnes qui ont arrêté de prendre de nos nouvelles. Ils ont eu peur, en fait. Parce que pour eux, c'est vraiment un enfant autiste, c'est un enfant qui est colérique, avec des troubles du comportement, enfin voilà. Et ils nous ont dit, ils ont eu peur, en fait. Tu sais, parfois, il y a des personnes qui ont un cancer, ils n'ont plus de nouvelles de leur famille parce que les gens ne savent pas comment les aborder. Ou tu as des personnes qui perdent un enfant et ils perdent du lien social parce que les gens ne savent pas comment leur parler. Et nous, c'est moins grave que tout ça. Oui. Mais à partir du moment où on a donné le diag, on a perdu du monde parce que les gens ne savaient plus comment aborder ma fille. Et il fallait la regarder avec un regard comme si elle était handicapée, en fait, tu vois. Ouais, Et c'est vous peut-être ça qui avez- change en fait. C'est que tu sais pas comment prendre la personne et puis tu as l'impression de te dire, ah mais en fait la personne que j'ai côtoyée toute sa vie, en fait elle est handicapée. Peut-être c'est le côté de cette espèce d'inconfort là, et puis d'avoir peur de la confrontation du moment où tu fais la remords, je sais pas. Je dis vraiment les choses, c'est la pure hypothèse. Hein, Oui, mais il y a de tout ça. Il y a de tout ça. Et c'est compliqué. Et, alors qu'ils ont eu l'habitude d'interagir avec cet enfant depuis qu'elle était toute petite. Et puis du jour où elle a eu son diag, ils l'ont laissé tomber, en fait. Comment est-ce qu'ils l'ont pris ça? En fait, comme tout est arrivé au moment du Covid, tu vois, ça a fait l'espèce de truc, voilà, ça s'est mélangé, les biens se sont distendus, ouais, voilà, ça c'est un peu... Et t'as pas cherché à récupérer ces personnes? J'avais pas le temps, là. D'accord, donc c'est pas fait ensemble. Non, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps parce que j'étais mise dans le guidon, tu sais, quand tu jongles entre l'ergothérapeute, les habilités sociales, les trucs, la psy... Ton bonheur, tu as eu quand? Mon quoi? Au burn-out 2013. D'accord, ça fait il y a plus longtemps, d'accord. Bon, bah, si, c'était... Moi, j'ai fait des rechutes après. D'accord. T'as eu une rechute après ça, du coup Ouais, après j'ai fait pas mal de rechutes. Qui était dans le guidon, je me dis, ça peut finir... Oui, ça peut finir en burn-out. Mais maintenant, je me connais. Donc, je sais quand je dois dire stop. Je sais quand j'ai des acouphènes et un début de vertige. C'est le moment de Bien sûr. prendre du recul. Et tu voudrais un peu nous parler de ton livre, un petit peu de quoi il s'agit Du coup, c'est un témoignage de maman autiste, d'enfant autiste. C'est un livre que j'avais pas du tout prévu d'écrire et qui n'était même pas au programme dans mon chemin de vie. C'est un hasard, je sais pas comment dire en fait. C'est un hasard avec moi-même. Où à Noël, j'étais à New York et je suis rentrée dans la librairie Strand. Que je voulais vraiment, c'est une grande librairie qui est souvent dans des séries et des films américains. Je suis une grande fan de séries et de films US. Et donc voilà, ça faisait partie vraiment des points, des endroits où je voulais vraiment aller. Et je voulais vraiment me ramener un livre à la librairie Strand. Et je me suis ramené un petit bouquin japonais pour apprendre à dessiner, parce que je ne savais pas dessiner du tout. Et quand je suis rentrée à la maison, toujours dans la recherche de bien-être et d'aller bien et d'être positive avec moi-même, je me suis astreint chaque jour à suivre. C'est comme un almanach en fait. Chaque jour, il y avait un petit dessin à faire. Et tous les jours, à partir du 2 au 3 janvier, là, j'ai commencé à faire le petit dessin comme dans le bouquin. Et puis un matin, j'ai déposé ma fille au lycée. Elle marchait là sur le trottoir avec des moumoutes sur les oreilles et son petit manteau bleu. Je me suis dit, mais comment on fait pour pas voir qu'elle est autiste en fait, cette gamine? Enfin, ça se voit comme une œil de la figure. Et donc, je suis rentrée et j'ai fait le petit dessin. Là, celui-là. Et je l'ai montré à une copine et elle m'a dit j'adore, il faut que tu en fasses quelque chose. Et donc, j'ai commencé à faire des petits dessins comme ça, là.
Mais moi, j'ai une pensée qui fonctionne plutôt visuelle comme des plaques photographiques là, d'autrefois. Là. Ouais, bien sûr. Comme ça. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des petits dessins qui racontaient un peu la vie de ma fille. Et mon regard de maman, tu vois, par exemple, celui-là, c'est quand toute Mimi était toute petite, elle ne parlait pas, elle était dans sa bulle. Sa maman était son interprète. Et aujourd'hui, les adultes disent qu'elle est envahissante, la maman. Donc, c'est des dessins, ils m'ont fait beaucoup pleurer quand je les ai faits. J'ai montré à ma fille, elle était super contente, parce qu'elle trouvait qu'ils étaient très justes dans la tonalité. Je les ai montrés à ma maman aussi, que ça a beaucoup ému. Et puis, du coup, toutes ces personnes, et mon ami aussi... Et à côté autothérapeutique. Ouais, autothérapeutique, m'ont dit, faut que t'en fasses un bouquin. Faut que t'en fasses un bouquin. Donc, on a discuté avec les enfants, et on a décidé de faire le livre, avec leur accord. C'est ma fille aînée qui a choisi le titre. C'est elle qui a eu l'idée du titre. Elle m'a dit, maman... Ouais. Elle m'a dit, maman, il faut que tu fasses un livre où le titre, il est accrocheur. Donc tu fais un truc, il est écrit genre « Mes enfants sont relous » et quand on ouvre, t'as brillé relou et t'as mis autiste. D'accord. Voilà. Ouais, j'aime bien. Et puis après, on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, ça nous a occupé pas mal de repas du dimanche, justement. C'est très rigolo parce que revenons juste à la couverture. Moi, je te dis ça d'un point de vue purement marketing et com, hein, mais on a clairement une pochette avec des dessins plutôt enfantins. Ouais. Design très enfantin, très... Bon, moi j'aime beaucoup ce design en vrai, et puis avec des dessins à la main, donc on voit qu'il y a un côté, je dirais presque artisanal en fait, mais on penserait presque sans le titre que c'est quelque chose pour les enfants, quoi. Et quand tu lis le titre, les enfants sont relous, ça fait une espèce de what the fuck. Qu'est-ce que... Il y a un écart entre ce que ça dit et ce que ça va. C'est que je trouve ça vraiment intelligent comme c'est fait. Et du coup, on l'a conçu toutes les quatre, en fait, même la narration à l'intérieur. Parce qu'on s'est posé la question, comme ça parlait que de toute Mimi, on se dit s'il faut faire 3 bouquins. Puis finalement, je trouvais ça un peu lourd, dingue, de faire 3 bouquins. Et ma grande n'avait pas du tout envie d'être exposée dans un livre entier. Après, ma troisième, elle n'avait pas forcément envie non plus d'avoir tout un livre pour elle. Et puis honnêtement, ma mémoire me fait défaut sur des trucs. Et là, je voulais vraiment un livre sur l'autisme, et moins sur le TDAH ou les 10. Je voulais vraiment que ce soit sur l'autisme. Et puis les grosses galères de parents. Et voilà. Donc la narration, on l'a faite avec les enfants aussi. Donc ça a commencé avec l'arrivée de ma grande, après il y a l'arrivée de ma moyenne, l'arrivée de ma petite. Et puis il y a tout le cheminement. Il y a mon diag et il y a pas mal de pages aussi sur tous les troubles de communication. Bien sûr. Voilà, où ça reprend, par exemple, tu vois, trajet en voiture, soit tu as le grand silence, hein, parce que personne n'a rien à dire, soit tu appuies sur le bon bouton, puis alors là, tu t'en sors pas, quoi. Voilà. Et puis il revient là aussi, là, sur savoir comment interagir avec des autistes. Toujours pareil, si tu poses pas la bonne question, tu n'as pas la bonne réponse. Hein. Ça, c'était... on était chez ma mère, et elle dit à ma fille, comment s'est passée ta journée ? Ma fille lui répond bien. Voilà. Ma mère, c'est... Ouais. J'ai vraiment posé ta question autrement, quoi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta journée ? Et puis, alors là, après, du coup, on appuie sur le bon bouton, et là, on s'en sort pas. Alors, je suis arrivée à l'école à 8h, j'ai fait ça. Voilà, on s'en sort pas, mais ça fait clos. C'est pas un bout droit que les avez, mais... Un peu les deux. Mais ouais, donc il y a toute une partie aussi sur la communication. Et je ne vais pas trop spoiler, donc je ne le montre pas, mais comme on est des grandes fans de Mission Cléopâtre, le film, la Astérix Mission Cléopâtre. Voilà. Mais vraiment, on l'a vu je sais pas combien de fois. Que j'ai pas du tout compris la première fois que j'ai regardé. C'est vrai ? Et que j'ai compris après coup, en fait. Et en fait, à chaque fois que je regarde, je comprends encore mieux. Ah oui, non, mais nous aussi. Je sais pas un truc. Mais du coup, ma grande me dit... Maman, en fait, tu sais quoi ? Moi, j'adore quand Édouard Baird, là, il fait tout son monologue à la fin, il me dit « Tu veux pas mettre des images en plus après le mot fin ?» Donc, voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil. Parce que, tu sais, il y a le générique de fin dans Mission Cléopâtre. Et après, il y a... Et après, il y a, tu sais, tout le monologue où il est assis dans un bar, là. Ah oui, on train de parler tout seul. Ouais, il parle tout seul. Et il y a des images du film et tout. Et voilà, donc elle m'a dit, ça serait super en fait si on pense que c'est fini, et en fait c'est pas fini, tu rajoutes des trucs. Donc à la fin, j'ai rajouté des petits trucs un peu rigolos,
des petites anecdotes un petit peu rigolotes sur les enfants. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Mon livre, il est en ligne. C'est la librairie de la petite ville où j'habite qui s'occupe des envois. Donc en fait, il faut m'envoyer soit on tape Maridule et on le trouve normalement, soit on m'envoie un mail ou on me contacte sur Insta, puis je renvoie le lien pour le commande. Je vais dans Insta aussi. Ouais. C'est Maridule Dessin. Horrible dessin. Ouais. Magnifique. Voilà. Et puis voilà. Et là, comme j'ai eu plusieurs demandes pour faire des illustrations, je peux aussi faire des illustrations. Trop bien. Donc juste que tu puisses présenter un petit peu tes compétences. Mes compétences principales, je suis photographe. J'ai un portrait de je sais pas. Ouais, je peux faire du portrait. J'aime beaucoup faire des photos de plats de cuisine, de fleurs, photos en entreprise, reportages en entreprise, des moments de vie aussi. Voilà. Je m'adapte en fait. Enfin, ça dépend de la demande de la personne. J'ai bien aimé prendre mon livre en photo, par exemple. Je suis de la mise en page, donc d'une graphique. Toi, t'es collègue directement quoi. Attends, ouais, je que toi. On n'a pas la même. On fait pas les mêmes à la sortie, c'est pas les mêmes choses. Non, mais c'est-à-dire qu'on a. C'est le même environnement. Ouais, complètement, ouais. Après, je fais du graphisme, du coup, moi j'ai mis mon livre en page. Tu vois, j'ai fait des petits marque-pages comme ça. J'avais envie de faire des choses belles autour de l'autisme, parce que je te disais, j'aime bien aussi photographier sur les vêtements. Ah, ça, c'est toi qui as dessiné ça? Je l'ai fait. J'ai dessiné, j'ai mis en page, en fait, c'est des ressources. Oui. Oui, c'est moi qui l'ai fait, ouais. C'est pas un template Canva. C'est moi qui l'ai fait. J'ai des petits stickers aussi qui vont avec, des cartes postales. Mais c'est trop bien, c'est super bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais encore? Maintenant, je vais illustrer. Je peux faire des podcasts. J'adore cuisiner. Et là, on m'a demandé de peut-être contribuer en tant qu'experte. Parce que je prépare un BTS de diététicienne. Mais comme l'alimentation fait quand même grandement partie de notre vie, parce que pour aller bien en tant qu'autiste, il faut arriver à équilibrer les carences. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions justement sur l'alimentation. Et on a réussi à vraiment avoir de bons résultats avec les enfants par l'alimentation et la micronutrition. Déjà, je suis coach aussi, accessoirement. D'accord. Voilà. Pour nos autistes. Ouais. Donc, tu as des certifications? Ouais, j'ai une certification. Ouais. Quelle est ta certification? J'ai une certification coach RNCP reconnue par l'État en France. Je me suis formée aux États-Unis. J'anime parfois, quand j'ai de la demande, des ateliers de développement de l'empathie et de l'écoute active. Donc voilà, quand je disais que tu étais stageuse... Ouais. On un petit peu, Faut creuser un peu. Je suis formée en neuroéducation et en orthopédagogie. D'accord. Donc je suis aussi assez compétente sur tout ce qui est repérage des troubles des apprentissages et la remédiation. D'accord. J'ai une formation en Barclay, guidance parentale. Donc pareil, je peux intervenir aussi. Qu'est-ce que je fais encore? Sinon, je tricote et je couds. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre interview? De notre interview, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? J'aimerais qu'on retienne le truc le plus important, en fait. Je suis une femme, j'ai des filles. C'est un engagement relativement féministe, mon bouquin, dans le sens où il y a une fille pour 4 garçons qui sont diagnostiqués. Les filles sont largement sous-diagnostiquées dans le TSA. Elles sont gaslightées au possible, dans le sens où même si elles se posent des questions, l'entourage autour va systématiquement leur dire que non, elles ne sont pas autistes. Il y a une grande valorisation dans notre culture de la minceur et de l'intellect. Donc une fille qui ne mange pas et qui passe ses journées à bouquiner et qui est performante à l'école, elle va passer sous les radars. Ce qui va pouvoir mener à de l'anorexie, à de la grande dépression. Les filles, c'est 13 fois plus de risque de suicide chez les femmes autistes. C'est 80% de femmes autistes ont des troubles du comportement alimentaire. C'est 9 femmes autistes sur 10 vont subir ou ont subi une agression sexuelle dans leur vie. Mon message à moi, c'est faites diagnostiquer vos filles. C'est important en fait. Je vais aussi dire une chose, c'est que donc, en fait, vous qui allez te garder à 1%, il y a une très grande majorité de femmes, ce qui est absolument génial aussi. Même pas aussi, c'est génial, c'est super d'avoir une telle communauté. Il y a quand même... pas exactement, mais relativement plus ou moins 50-50 d'hommes et de femmes sur Terre. Et il y a aussi beaucoup d'hommes aussi qui sont diagnostiqués. N'hésitez pas aussi à m'écrire, messieurs, si jamais vous voulez participer aux interviews. Alors, j'essaie toujours d'avoir un équilibre plus ou moins équitable entre les hommes et les femmes qui sont diagnostiqués.
Mais il y a policier, on a eu d'autres, on a eu Sylvain Ancière, on a eu quelques profils masculins. Mais n'hésitez pas aussi à nous écrire, voilà, on sait que vous existez aussi. Et puis ça ferait plaisir aussi de pouvoir échanger avec des messieurs, tout avec des femmes. Et avec même, j'aimerais beaucoup avoir des enfants qui viennent parler. Ok. Ça, c'est un objectif vraiment qu'on a, qui est important pour eux. Je pourrais demander au miel. Pourquoi pas. Je comprends. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Et aussi, l'autre message, c'est on peut être autiste et aller bien. Oui. Et ça, c'est super important. Ça, c'est la base de la base. C'est la base de la... C'est pas parce qu'on est autiste que fatalement on va mal. On s'en- C'est leçon de base 1%. Voilà. Donc, on peut dire, je vais pas louer malgré 60. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que je veux diffuser, en fait. Voilà. Bah, merci pour ton accueil. Merci infiniment à tous pour avoir regardé 1%. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à commenter les vidéos si vous avez un quelconque retour à faire, à partager votre expérience, etc. Et également, pour tous ceux qui aiment écouter les podcasts audio, sachez qu'on est disponible sur Spotify, sur Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de podcasts. Merci beaucoup, Phil. Super. Et à tout bientôt. À Ciao, ciao. Trop bien. Merci.